Cette présentation s'intitule Combattre les neuromythes en éducation. Mieux comprendre le cerveau pour mieux enseigner et réduire le décrochage scolaire. Une conférence qui a été présentée dans le cadre de l'événement La persévérance scolaire, ce que la neuroscience peut nous enseigner, qui a été organisée par l'Association canadienne d'éducation le 5 novembre 2015. Il y a bien sûr différents facteurs qui peuvent influencer la persévérance scolaire des élèves. Mais l'un de ces facteurs-là est la façon d'enseigner. Il y a un bon nombre de recherches qui montrent que la façon d'enseigner a un impact important sur la réussite des élèves. Donc, mieux on enseigne, mieux les élèves réussissent. Et donc, plus on favorise la persévérance scolaire et évidemment, ça contribue à la réduction du décrochage scolaire. Et pour mieux enseigner, de plus en plus de chercheurs s'intéressent au cerveau. L'idée étant que mieux connaître le cerveau peut sans doute nous aider à mieux enseigner. En fait, pas simplement mieux connaître le cerveau, mais mieux comprendre l'influence qu'exerce le fonctionnement cérébral sur les apprentissages. Et en connaissant mieux cette influence-là, ça peut nous amener à privilégier des approches pédagogiques qui sont mieux compatibles avec les mécanismes naturels que le cerveau possède pour apprendre. Les connaissances sur le cerveau ont énormément progressé au cours des dernières années. Grâce à des appareils comme celui-là, donc c'est un appareil d'imagerie par résonance magnétique, il est possible non seulement d'avoir des images de la structure du cerveau, mais c'est aussi possible d'avoir des images de l'activité cérébrale qui est engendrée par des tâches typiquement scolaires comme lire, compter ou résoudre toutes sortes de problèmes. Cet appareil-là donc, nous permet donc de voir dans le cerveau. Mais ce qui est particulièrement intéressant pour le domaine de l'éducation, ça permet aussi de voir qu'est-ce qui change dans le cerveau lorsqu'on apprend. Et ça permet même de voir l'impact des différentes approches pédagogiques sur le fonctionnement du cerveau. Et donc, grâce à ce type de technologie-là, les chercheurs ont réussi à développer un ensemble de connaissances sur le fonctionnement cérébral et le développement du cerveau. Et ces connaissances-là établissent de plus en plus de ponts entre le cerveau et l'éducation. Et ces ponts-là sont drôlement intéressants, comme je le disais précédemment, parce que ça peut nous aider à choisir des approches pédagogiques mieux compatibles avec le fonctionnement du cerveau. Ceci dit, ce ne sont pas tous les liens qui sont établis entre le cerveau et l'éducation qui s'avèrent fondés par la recherche. C'est pour cette raison que dans cette présentation, je vais vous présenter 3 neuromythes, c'est-à-dire 3 croyances erronées sur le fonctionnement du cerveau. Croyances erronées qui sont parmi les plus répandues dans le domaine de l'éducation. La présentation va aussi porter sur 2 principes qui découlent des recherches sur le cerveau. Donc, 2 principes à mettre en application en classe qui risquent de contribuer à la réussite des élèves et à la réduction du décrochage scolaire. Donc, la première partie, quels sont les neuromythes les plus répandus? Lorsqu'il est question de neuromythes, c'est-à-dire de fausses croyances sur le cerveau, on est très dans le domaine de la science. On est dans le domaine d'essayer de distinguer ce qui est appuyé par les connaissances actuelles de ce qui ne l'est pas. Et ça amène un questionnement sur qu'est-ce que la science, qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui l'est moins. D'emblée, on peut dire que tout ce qui est de l'ordre de l'anecdote, tout ce qu'on peut retrouver sur Internet, dans les blogs notamment, tout ce qu'on retrouve dans les magazines et même ce qu'on retrouve dans les livres, on ne peut pas qualifier ça de littérature scientifique. Donc, et je répète, même ce qu'il y a dans les livres. Bien que ce qui est publié dans les livres fasse l'objet d'un certain processus d'évaluation, de sélection, etc., ce n'est pas un processus scientifique. La connaissance scientifique se retrouve essentiellement dans les articles publiés dans des revues scientifiques. Revues scientifiques qui procèdent à un processus qu'on appelle d'évaluation par les pairs. Typiquement, lorsqu'un chercheur écrit un article, il le soumet à une revue. Cette revue-là ne va pas décider de publier l'article ou non tout de suite. Elle va demander à 2 ou 3 experts internationaux de se pencher sur l'article et d'évaluer son contenu, d'évaluer la pertinence des questions soulevées, évaluer la qualité de la méthodologie employée et des résultats présentés, mais aussi des interprétations qui sont tirées des résultats obtenus.
Et donc, ce processus d'évaluation des pairs fait en sorte que ce qui est publié dans un article scientifique a beaucoup plus de valeur scientifique que ce qui est publié ailleurs, dans les livres et les magazines, par exemple. Et évidemment, ce qui est publié dans les articles scientifiques, c'est pas parfait. Il y a différents types de revues qui ont différentes qualités. Par contre, si on avait fixé un critère sur lequel se baser pour juger de certains énoncés, ben, s'appuyer sur ce qui est mentionné dans les articles publiés dans les revues scientifiques, c'est assurément à privilégier par rapport aux autres sources d'information. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est non seulement les 3 neuromythes les plus répandus, mais je vais vous montrer aussi les articles scientifiques qui soutiennent qu'il s'agit de neuromythes, c'est-à-dire de fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau. L'un des neuromythes les plus répandus est en lien avec les styles d'apprentissage. Ce neuromythe-là stipule que les personnes apprennent mieux lorsqu'ils reçoivent l'information dans leur style d'apprentissage préféré. On fait souvent référence aux élèves qui seraient davantage auditifs, visuels, kinesthésiques, etc. Donc, cette idée de style d'apprentissage, elle est très répandue en éducation. On en parle souvent dans les magazines, dans les livres et dans de multiples sources d'informations, incluant les formations qui sont offertes aux enseignants. Et cette idée de style d'apprentissage, elle est très intuitive. Parce que lorsqu'on enseigne dans une classe, on se rend compte rapidement que les élèves n'apprennent pas tous de la même façon, je dirais. Au sens où on se rend compte que certains élèves apprennent plus rapidement que d'autres, et là, on essaie de comprendre pourquoi il y a ces différences-là, et très intuitivement, ça nous amène à penser que les élèves ont peut-être des modes d'apprentissage différents, des façons d'appréhender le savoir qui font en sorte qu'ils ont des styles d'apprentissage. Et l'idée derrière des styles d'apprentissage qui est centrale, c'est l'idée selon laquelle adapter l'enseignement au style d'apprentissage des élèves aurait des effets bénéfiques sur cet apprentissage-là. Alors, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à cette question-là. Donc, essayer de voir si le fait d'adapter l'enseignement au style d'apprentissage de l'élève allait avoir des effets bénéfiques sur cet apprentissage-là. Donc, je vous présente un premier article qui a été publié en 2008. C'est une revue de la littérature qu'on appelle. Donc, c'est un ensemble de chercheurs qui a été mandaté par une revue qui s'appelle Psychological Science and the Public Interest et qui a examiné l'ensemble de la littérature portant sur les styles d'apprentissage. Et ils ont essayé de voir s'il y avait des données qui supportaient l'idée selon laquelle adapter l'enseignement au style d'apprentissage des élèves a des effets bénéfiques sur leur apprentissage. Et après avoir examiné l'ensemble de la littérature, ils reconnaissent que les individus peuvent avoir des préférences dans leurs apprentissages. Certains ayant une préférence plus visuelle, d'autres plus auditive, mais ils ont examiné l'ensemble des résultats de recherche et ils en arrivent à la conclusion que jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve adéquate pour justifier l'utilisation des styles d'apprentissage dans les pratiques éducatives. Autrement dit, la plupart des expériences qui ont été faites, qui utilisent une méthodologie adéquate, ne montrent pas que les élèves apprennent mieux lorsqu'on adapte leur style d'apprentissage. Une autre revue de la littérature, encore une fois publiée dans une revue scientifique, appuie la même idée. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce sont des auteurs qui sont spécialisés dans la différenciation pédagogique. Et bien qu'ils croient que la différenciation pédagogique soit importante, ils en arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes pour supporter l'idée que la notion de style d'apprentissage constitue un concept utile à l'enseignement. Donc oui, différencier l'enseignement, mais pas sur la base des styles d'apprentissage, parce qu'il n'y a pas, à l'heure actuelle, de données qui appuient cette théorie des styles d'apprentissage. Ceci dit, ça ne veut pas dire que dans les années à venir, on ne découvrira pas certains styles d'apprentissage qui ne seront pas les styles auditifs, visuels, etc., qui vont être d'autres styles d'apprentissage et qui auraient un impact bénéfique sur l'apprentissage. Autrement dit, il est possible qu'on découvre des styles d'apprentissage pour lesquels il est important d'adapter l'enseignement. Mais à l'heure actuelle, de façon étonnante et malgré l'omniprésence de la notion de style d'apprentissage dans la littérature éducative, il n'y a pas de données concrètes qui appuient l'efficacité de cette approche-là.
Donc, bien qu'on ait tendance à penser que le cerveau des élèves ait des modes d'apprentissage différents, il semblerait qu'il n'y ait pas de données qui appuient ça. Un deuxième neuromythe très fréquent concerne la notion de cerveau gauche, cerveau droit, autrement dit de dominance hémisphérique. Cette idée, selon laquelle les différences au niveau de la dominance hémisphérique, donc on fait référence aux individus qui seraient cerveau gauche et d'autres cerveau droit, pourrait expliquer les différences entre les apprenants. Il s'agit en fait d'un neuromythe. Donc, encore une fois, on constate les différences entre les apprenants et on se dit, ah oui, lui est meilleur en mathématiques, est meilleur au niveau logique formel parce qu'il est davantage cerveau gauche. Alors que d'autres élèves sont meilleurs en arts plastiques, en art en général, en créativité, et on soutient qu'ils sont davantage cerveau droit. Il y a même des pédagogies qui soutiennent qu'il est important de rééquilibrer les hémisphères, notamment en développant davantage le cerveau droit des élèves, parce que l'école, supposément, ne développerait que le cerveau gauche, le cerveau logico-mathématique. Ben, il s'agit d'une fausse croyance sur le cerveau. Il n'y a pas de données qui appuient l'idée que le cerveau des individus serait particulier, différent, configuré d'une autre façon, si bien que certains auraient une dominance hémisphérique gauche ou droite. Donc, toutes les approches pédagogiques qui s'appuient sur cette idée-là, ils ne sont pas valables au niveau scientifique. Bien sûr, on peut faire référence au cerveau gauche et au cerveau droit comme étant un peu une métaphore, mais il ne faut certainement pas le prendre au sens propre parce qu'il s'agit d'une fausse croyance. En 2013, il y a eu une étude qui a essayé justement d'essayer de vérifier si certaines personnes étaient davantage cerveau gauche ou cerveau droit. Et après avoir examiné les cerveaux de plus de 1000 personnes, les chercheurs en arrivent à la conclusion que leurs données sont incompatibles avec cette idée que certaines personnes sont davantage cerveau droit alors que davantage cerveau droit. Il n'y a pas de connexion cérébrale particulière, il n'y a pas de fonctionnement cérébral particulier chez les élèves, il n'y a pas cette idée de dominance hémisphérique en fait qui existe. Donc, c'était un deuxième neuromythe. Un troisième neuromythe très fréquent contiennent l'efficacité de faire des exercices, de courts exercices de coordination en fait, qui selon certains, pourraient améliorer l'intégration des fonctions des hémisphères gauche et droit, favoriser donc l'activation cérébrale, favoriser aussi le fonctionnement cérébral, ce qui mènerait à des meilleurs apprentissages au niveau scolaire. Bien qu'il soit très documenté que l'activité physique, que le niveau de forme physique a un impact majeur sur la cognition et l'apprentissage, il n'y a aucune donnée qui appuie cette idée que de courts exercices de coordination, comme par exemple toucher son épaule gauche avec sa main droite ou toucher sa cheville droite avec sa main gauche, ainsi de suite, auraient des impacts bénéfiques sur l'apprentissage. Et cette idée de courts exercices, courtes séances d'exercice est très en lien avec ce qu'on appelle Brain Gym. Brain Gym, c'est un organisme qui est installé, selon le site Internet, dans plus de 80 pays. Et Brain Gym propose quelques exercices de coordination qui, je cite, auraient des effets dramatiques sur l'attention, la concentration et même les apprentissages scolaires. Et évidemment, on présente ça aux écoles, aux commissions scolaires, comme étant quelque chose de bien appuyé par la science, par la neuroscience. Et il y a justement des chercheurs qui ont publié dans des revues scientifiques des revues de la littérature, encore une fois, qui examinent est-ce que Brain Gym a de réels effets sur les interventions éducatives. Est-ce que les prétentions à l'effet que ça aurait des effets sur l'apprentissage scolaire, l'attention, la concentration, est-ce que c'est appuyé par des résultats de recherche? Ben, les chercheurs, après avoir examiné à la fois les données scientifiques, mais aussi les idées théoriques derrière cette idée de la Brain Gym, on arrive à la conclusion que Brain Gym est fondé sur des hypothèses théoriques qui ont depuis longtemps été invalidées et qu'il n'existe aucune recherche empirique de qualité qui valide ces prétentions. Donc, faire des exercices, de courts exercices de coordination avec les élèves, pourquoi pas? Mais lorsqu'on soutient que ces exercices de coordination
ont des effets bénéfiques sur l'apprentissage et qu'on nous vend du matériel et des formations sur la base de cet argument-là, ben, on a un problème important. Donc, cette revue de la littérature conclut que Brain Gym n'est pas efficace, mais ce n'est pas la seule. Par exemple, une deuxième revue de la littérature en arrive à la même conclusion. L'analyse des fondements théoriques de Brain Gym et des recherches qui ont été évaluées par les pairs ne supportent pas les prétentions des promoteurs de Brain Gym. Donc, 3 neuromythes très fréquents, mais il y en a d'autres aussi. Je vous parle de quelques-uns rapidement qui sont assez fréquents également. L'idée selon laquelle on utilise seulement 10% de notre cerveau est un neuromythe. On a pris des images de milliers, de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes et on n'a jamais vu certaines parties du cerveau qui ne pouvaient pas être activées par certaines tâches. Donc, même cette idée de 10% n'a pas beaucoup de sens. Donc, il n'y a aucun appui scientifique et il y a des articles donc, publiés dans des revues scientifiques qui soutiennent que c'est clairement un neuromythe qui a aucune réalité biochimique à cette idée que nous n'utilisons seulement que 10% de notre cerveau. Une autre croyance répandue est à l'effet que tout se joue avant 3 ans, c'est-à-dire que les mécanismes de développement du cerveau se font essentiellement entre 0 et 3 ans et que par la suite, le cerveau est fixé, la structure cérébrale, les connexions neuronales sont fixées. Mais on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Et bien que la petite enfance joue un rôle très déterminant dans la construction de l'individu et de son cerveau, dire que tout se joue avant 3 ans est carrément exagéré. Un autre neuromythe plus controversé, celui-là, est à l'effet que les hommes auraient un cerveau très différent de celui des femmes. Il y a certaines recherches qui ont montré de petites différences sur des grandes populations à l'étude, mais règle générale, le fonctionnement et la structure du cerveau est très similaire entre les hommes et les femmes. Un autre neuromythe très étonnant est à l'effet que boire moins de 6 à 8 verres d'eau par jour pourrait réduire la taille du cerveau. C'est évidemment faux, mais c'est une croyance qui est relativement répandue dans la population en général, mais également chez les enseignants. Et il existe d'autres neuromythes aussi, d'autres neuromythes qui ont été étudiés à la fois par l'OCDE, par différents organismes, mais aussi par des revues scientifiques, comme je l'ai mentionné précédemment. Donc, je vous ai présenté jusqu'à présent des neuromythes qui étaient très fréquents. Mais à quel point sont-ils fréquents? Quel est le taux de prévalence et quelles sont les causes possibles à l'existence et à la très grande fréquence de ces neuromythes-là dans le domaine de l'éducation? Donc d'abord, allons-y avec la prévalence. En 2015, j'ai publié un article qui rassemblait les données de plusieurs études réalisées dans plusieurs pays. Et cette collecte d'informations a mené à l'idée qu'il y a 3 neuromythes qui sont particulièrement fréquents, et c'est les 3 neuromythes dont je vous ai parlé tantôt. Et on a des pourcentages associés à chacun de ces neuromythes. D'abord, celui des styles d'apprentissage. On remarque que dans différents pays, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Turquie, la Grèce et la Chine, il s'agit d'un neuromythe très fréquent chez les enseignants. En moyenne, 96% des enseignants croient à ce neuromythe. Le neuromythe en lien avec la dominance hémisphérique est cru en moyenne par 80% des enseignants de ces pays-là. Et finalement, l'idée que de courts exercices de coordination allaient être bénéfiques sur l'apprentissage et l'intégration des fonctions hémisphériques gauche et droite, on a 77% des enseignants qui croient à ces neuromythes-là. Donc, des neuromythes très fréquents. À ma connaissance, il n'existe pas de données sur le Québec ou le Canada, mais tout porte à penser qu'il n'y a pas vraiment de différence entre notre pays et les différents pays qui ont été analysés ici. En effet, on retrouve dans de multiples ouvrages éducatifs cette idée de style d'apprentissage-là, cette idée de dominance hémisphérique et parfois même, et Brain Gym est très populaire notamment au Québec et je crois aussi dans le reste du Canada. Donc des neuromythes vraiment particulièrement fréquents. Et lorsqu'on se demande d'où proviennent ces neuromythes-là, on remarque des faits assez étonnants. Dans une étude menée en 2012, Decker et ses collaborateurs ont montré que parmi différents facteurs, donc on parle ici du pays, de l'âge, du genre,
etc., le meilleur prédicteur de la présence de neuromythes est la quantité de connaissances qu'ont les enseignants sur le fonctionnement cérébral. On a ici un résultat complètement contre-intuitif, en fait. Ça vaut la peine de le répéter. Autrement dit, plus les enseignants connaissent le fonctionnement cérébral, plus ils ont des neuromythes. C'est un résultat qui paraît complètement contradictoire, mais en fait, il faut savoir que les chercheurs ont passé un questionnaire aux enseignants. Un questionnaire qui contenait plusieurs questions. Donc, certaines de ces questions-là touchaient à des neuromythes fréquents et d'autres étaient tout simplement des connaissances sur le fonctionnement cérébral. Et les enseignants qui obtenaient la meilleure note moyenne à ce test-là étaient aussi ceux qui se trompaient plus systématiquement lorsqu'il était question de neuromythes. Donc, un résultat très intriguant. Alors, les chercheurs ont essayé de voir, d'aller plus loin en s'interrogeant quel est le meilleur prédicteur de la quantité de connaissances sur le cerveau. Ils ont remarqué que ceux qui connaissent le plus le cerveau et qui ont indirectement le plus de neuromythes, ce sont ceux qui lisent le plus de vulgarisation scientifique. Ce sont les enseignants, à vrai dire, qui consultent des magazines, des livres, Internet, pour en savoir plus sur le fonctionnement du cerveau. Autrement dit, les enseignants les plus motivés et probablement les meilleurs enseignants, ceux qui essaient d'adapter davantage leur enseignement au fonctionnement cérébral et cognitif des élèves, ce sont aussi eux qui ont le plus de neuromythes. Et l'interprétation qui est proposée, c'est qu'en fait, les enseignants ont accès à des sources d'informations sur le cerveau, et à l'intérieur de ces sources d'informations, qui sont des livres, des blogs ou des articles de magazines, il y a à la fois de l'information pertinente et valable sur le cerveau, mais il y a aussi des neuromythes qui sont véhiculés. Et évidemment, ces neuromythes-là ne sont pas véhiculés comme étant des neuromythes, mais comme étant des vérités scientifiques. Et les enseignants n'ayant pas, bien sûr, le bagage scientifique requis pour distinguer ce qui est de l'ordre de, de la croyance erronée dans ce cas-ci, de l'ordre de connaissances scientifiquement appuyées, ben, ils ont de la difficulté à distinguer les deux, si bien qu'ils vont intégrer des neuromythes comme étant des vérités scientifiques. Donc, ça appelle à beaucoup de sens critique de la part des enseignants. Daniel Winningham a dit avec éclat qu'il y avait énormément de livres qui étaient parus sur le cerveau et l'enseignement au cours des dernières années, et que la plupart de ces livres-là ont deux problèmes particuliers. Le premier est qu'ils contiennent des neuromythes. Hein? Certains aspects mentionnés dans ces livres-là comme des vérités sont en fait des éléments qui ont été invalidés par la recherche en neurosciences. Le deuxième problème, un peu plus étonnant, c'est que souvent ces livres-là ne portent pas beaucoup sur le cerveau. Bien qu'on utilise un titre accrocheur, Brain Compatible Classroom ou encore Brain Based Learning, on remarque qu'à l'intérieur de ces livres-là, il y a relativement peu d'informations sur le cerveau. Et que bien que le titre soit très cerveau, que les images présentées mettent souvent en évidence un cerveau, le contenu relève davantage de la psychologie cognitive. Psychologie cognitive qui est tout à fait pertinente et intéressante pour le domaine de l'éducation, mais lorsqu'on utilise un titre de cette nature-là, on s'attend à ce qu'il soit davantage question du cerveau, mais ce n'est pas toujours le cas. Peut-être parce que les enseignants s'intéressent beaucoup au fonctionnement cérébral et donc ça peut encourager donc, la vente de ces ouvrages-là. Donc, il faut être très prudent, garder un sens critique par rapport à ces aspects-là. Donc, des fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau, je vous ai parlé des plus fréquentes. Maintenant, examinons non pas ce qui est faux au niveau du fonctionnement cérébral, mais davantage ce qui est appuyé par les résultats de recherche. Et tout ça dans le but de voir comment il est possible d'adapter l'enseignement au fonctionnement du cerveau. Comme je vous le disais en introduction, je vais mettre en évidence deux principes pédagogiques sur lesquels on devrait s'appuyer lorsqu'on planifie l'enseignement. Allons-y avec le premier de ces principes-là. D'abord, je vous explique les fondements, puis ensuite, je vous présente plus concrètement le principe en question. On sait que le cerveau est constitué de neurones, de plusieurs neurones en fait, de 80 à 100 milliards de neurones. Et chaque neurone est connecté à plusieurs autres neurones.
On dit même que chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 autres neurones. Et lorsqu'on apprend, ce sont les connexions entre les neurones qui changent. Certaines connexions peuvent se créer, d'autres déjà existantes peuvent se renforcer ou s'affaiblir, et des connexions existantes peuvent aussi diminuer, donc, comme je le disais, la force de leur connexion, et peuvent même s'élaguer, qu'on appelle donc se déconnecter. Et cette capacité que possède le cerveau à redéfinir, modifier, ajuster ses connexions cérébrales, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Je vais vous présenter une vidéo qui dure quelques secondes, qui montre ce qui se produit lorsqu'on apprend au niveau des connexions entre les neurones. Ici, on a au centre un premier neurone et complètement à droite un deuxième neurone. Et avant l'apprentissage, ces neurones-là ne sont pas connectés, mais durant l'apprentissage, il y a un ensemble de processus biochimiques qui font en sorte que les neurones se connectent, puis renforcent leurs interconnexions. Si bien qu'avant l'apprentissage, comparé à après, il y a eu création et renforcement de connexions synaptiques, donc de connexions entre les neurones. Lorsqu'on apprend, c'est ce qui se produit. Littéralement, dans le cerveau, les connexions changent. Et à chaque fois qu'on apprend, c'est justement ce processus d'ajustement des connexions cérébrales qui se déroule dans le cerveau de façon très dynamique. L'un des principes qui régit ces changements au niveau des connexions neuronales est un principe qui a été énoncé d'abord par Donalev en 1949 et qui a été vérifié expérimentalement par la suite. Ce principe dit en fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, pourquoi les neurones se mettent à se connecter ensemble? C'est parce qu'en fait, si on a des neurones qui sont assez près l'un de l'autre dans le cerveau, et que ces neurones-là s'activent de façon simultanée et répétée, il va y avoir, au fur et à mesure des activations simultanées et répétées, des connexions qui vont s'établir et à chacune des activations simultanées, il va y avoir un renforcement du lien entre les deux neurones. Autrement dit, le neurone A va devenir davantage susceptible d'activer le neurone B à cause du renforcement des interconnexions qui sont causées par le fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, lorsqu'on apprend, il faut non seulement activer des réseaux de neurones, des ensembles de neurones qui vont se connecter ensemble, mais il va falloir les activer de façon répétée et simultanée. Pour illustrer ce principe-là, il y a un certain nombre de chercheurs qui comparent la plasticité cérébrale et le cerveau à une forêt. Donc, si on imagine une forêt qui est densément peuplée d'arbres, d'arbustes, de branches, d'herbes, on remarque que dans cette forêt-là, si on passe souvent par le même chemin, il y a progressivement un sentier qui se trace. Et plus on emprunte ce sentier-là, plus le sol est compacté et plus il y a donc carrément des sentiers qui se développent dans cette forêt-là. Dans le cerveau, il se produit un phénomène similaire. Lorsqu'on apprend, on active certains groupes de neurones et à force d'activation répétée, il y a progressivement des chemins ou des réseaux de neurones qui s'établissent dans le cerveau. Et plus on va activer ces réseaux de neurones-là, plus la force de leurs interconnexions va être élevée et plus il va y avoir donc ces chemins de transmission d'informations dans le cerveau. Un deuxième aspect de cette métaphore, de cette analogie, est que lorsqu'on cesse de passer dans le sentier, dans la forêt, progressivement, la végétation reprend sa place. Et dans le cerveau, il se produit un peu la même chose. Si on n'utilise pas certains réseaux de neurones, progressivement, ces réseaux de neurones vont affaiblir leurs interconnexions et peuvent même aller jusqu'à se déconnecter. Donc, la plasticité cérébrale est régie par certains principes, par certains mécanismes de fonctionnement. L'un de ceux-là, qui est particulièrement important pour les apprentissages scolaires, est à l'effet que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Et c'est ce qui mène à proposer quelque chose. Proposer quelque chose qui est à l'effet qu'il est important de pratiquer la récupération en mémoire. Lorsque les élèves essaient de récupérer des connaissances en mémoire ou à mettre à profit certaines habiletés ou compétences, à chaque fois qu'ils font ça,
leurs neurones dans leur cerveau en lien avec l'objet d'apprentissage se réactivent. Et à chaque fois qu'il y a cette réactivation, il y a consolidation des réseaux de neurones. Et il y a eu un bon nombre de recherches qui ont montré que le fait de récupérer en mémoire l'information allait être très bénéfique pour l'apprentissage. On a par exemple une étude qui a comparé 4 situations. Une situation dans laquelle on offre aux participants 8 périodes d'études. Et ensuite, on évalue à quel niveau d'apprentissage ils se situent. On a aussi d'autres situations dans lesquelles il y a moins de périodes d'études, mais où on teste les élèves sur leurs connaissances à différents moments. Donc, dans une première situation, on a 6 périodes d'études entrecoupées de 2 tests, et finalement 4 périodes d'études entrecoupées de 4 tests. Spontanément, on pourrait peut-être penser que plus il va y avoir de périodes d'études, plus on va réussir, plus on va avoir appris. En fait, les résultats montrent l'inverse. Ils montrent qu'on apprend significativement plus si les périodes d'études sont moins nombreuses mais entrecoupées de différents tests. Et la raison pour laquelle on assiste à cette augmentation de l'apprentissage, c'est parce que durant le test, on évalue non seulement l'élève où il est rendu, mais en fait, on lui demande de récupérer en mémoire de l'information, de mobiliser certaines connaissances, certains savoirs. Et cette mobilisation-là active les neurones et ce qui consolide l'apprentissage. Une autre étude montre que le fait de faire cette pratique de la récupération en mémoire, donc d'avoir un enseignement où les apprentissages sont plus actifs, implique donc l'activation cérébrale, a des effets bénéfiques vraiment sur l'apprentissage et peut contribuer significativement à réduire le décrochage. Donc, cette étude-là, on remarque que plusieurs études, donc l'axe vertical représente le nombre d'études, et ici on représente le pourcentage de changement dans les taux de décrochage, ou plutôt dans les taux d'échec. Et ce qu'on remarque, c'est lorsqu'on utilise une pédagogie active, la plupart des études remarquent qu'il y a une décroissance de l'échec. Autrement dit, une augmentation du taux de réussite qui est significative, qui varie, ici on le voit, entre 0 et 50% selon l'étude. Il y a quelques études qui montrent qu'une pédagogie active basée sur la récupération en mémoire peut avoir des effets négatifs, mais c'est très négligeable par rapport à toutes les autres études. Dans cette même étude-là, on rapporte aussi qu'en fait, si on compare un enseignement magistral classique à un enseignement basé sur des exercices de récupération en mémoire, on remarque que le taux de décrochage, pas le taux de décrochage, le taux d'échec diminue radicalement. Donc, il passe en moyenne d'environ 33-34% à un taux d'environ 22%. Donc, on remarque que la distribution des taux d'échec est complètement décalé. Donc, il y a une diminution systématique du pourcentage d'étudiants qui échouent. Donc, depuis tantôt, on parle toujours du même principe. Je vous ai montré d'abord les fondements. Si on a le formulé de façon explicite, on pourrait l'appeler, ce principe-là, l'importance que le cerveau soit actif, l'importance de l'activation neuronale répétée. Autrement dit, activer à plusieurs reprises les neurones liés à un apprentissage est un principe pédagogique important et pour le faire, c'est notamment en pratiquant la récupération en mémoire. Donc, comment concrètement, dans une salle de classe, on peut mettre ça en application? Ben d'abord, en testant les élèves, au sens large du terme, pas nécessairement les tester pour les évaluer, pour les catégoriser, pour sanctionner ou non leurs apprentissages, mais aussi pour apprendre. Parce que lorsqu'on teste les élèves, que ce soit sous forme d'exercices, d'évaluation formative, de mini-tests ou même d'examens, à chaque fois, ils activent leurs neurones, ce qui consolide ainsi leurs apprentissages. Une autre façon serait de montrer comment étudier aux élèves. Parce que de façon étonnante, les élèves n'étudient pas de la même façon. La plupart des élèves, pour étudier, vont relire leurs notes de cours, vont souligner les passages importants. Et toutes ces stratégies d'études-là ont été démontrées comme étant pas très efficaces. Par contre, les stratégies qui consistent à se poser des questions à soi-même, à essayer de récupérer en mémoire le contenu des cours, de mobiliser
les connaissances associées au cours en refaisant des exercices, par exemple, ça a des effets nettement bénéfiques sur l'apprentissage. Et donc, de le dire à l'élève, de montrer aux élèves les stratégies d'études les plus efficaces, ça paraît drôlement intéressant pour appliquer ce principe pédagogique. Finalement, il y a aussi, lorsqu'on questionne les élèves et qu'ils doivent fournir une réponse, à chaque fois, ils doivent donc activer leurs neurones, récupérer en mémoire la plupart du temps des éléments de contenu, faire enseigner, dans certains cas, aux élèves certaines notions, faire interagir les élèves, tout ce qui peut provoquer une réactivation des neurones est donc bénéfique pour l'apprentissage. C'était le premier principe. Le deuxième principe, maintenant sur lequel on devrait s'appuyer pour mieux enseigner, concerne l'espacement des périodes d'apprentissage. Si on a 3 élèves, un premier élève qui consacre 4 heures à un certain apprentissage, un deuxième élève qui consacre 1 heure par jour pendant 4 jours, et finalement un troisième élève qui consacre 30 minutes par jour pendant 8 jours, et qu'on se pose la question, lequel des 3 élèves aura le plus appris? Ça va être l'élève 3. Et ce, bien que chacun des 3 élèves n'ait eu que 4 heures en lien avec un apprentissage donné, 4 heures, donc une période d'apprentissage de 4 heures, donc pas plus de temps, pas moins de temps, le fait d'entrecouper les périodes d'apprentissage par de l'espacement a des effets bénéfiques sur l'apprentissage. Il y a plusieurs connaissances neuroscientifiques qui expliquent ce fait-là. Je vous en présente 2. D'abord, il y a des études qui démontrent que le sommeil consolide les apprentissages. De quelle façon? En réactivant les mêmes réseaux de neurones que ceux impliqués lors de l'apprentissage. Autrement dit, lorsqu'on apprend, il y a certains réseaux de neurones qui s'activent, et lorsqu'on dort, ces mêmes réseaux de neurones-là se réactivent spontanément durant les périodes de sommeil, et ce même si on est inconscient. Et cette activation inconsciente fait en sorte que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble, donc ça contribue à la consolidation des réseaux de neurones en lien avec un apprentissage. Donc, il y a eu un ensemble d'études qui confirment ça. Je vous en présente une qui est parmi les plus intéressantes, où on a demandé à des gens d'apprendre une mélodie simple au piano. Et donc, il y avait plusieurs mélodies qui étaient proposées et les gens se pratiquaient à faire la séquence donc, de mouvements qui permet de reproduire les différentes mélodies. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé donc l'efficacité, ou plutôt le pourcentage de réponses correctes à cette mélodie-là, donc à quel point les gens sont capables de produire cette mélodie-là sans faire trop d'erreurs. Et ici, on présente 3 mélodies, représentées ici en bleu, en rouge et en vert. On va s'intéresser particulièrement aux mélodies en bleu et en rouge. Ce qu'on a, à vrai dire, c'est 2 mélodies qui sont de niveau de difficulté comparable. Ici, on remarque le taux d'erreur avant une sieste, avant donc une période de sommeil. On remarque que les 2 mélodies sont réussies à peu près de la même façon. Et même on remarque que la mélodie en rouge, elle est un peu plus réussie que la mélodie en bleu, bien que ce ne soit pas statistiquement significatif. Et ce qu'on remarque, c'est qu'après la période de sommeil, les 2 mélodies sont significativement mieux réussies, mais il y a une des 2 mélodies qui est nettement mieux réussie que l'autre. Alors qu'avant la période de repos, il y avait la mélodie bleue qui était un petit peu moins réussie, cette mélodie toujours bleue, elle est nettement mieux réussie après la période de sommeil. Et la raison pourquoi, c'est que les chercheurs, afin de savoir si les mécanismes de consolidation de la mémoire et des connexions neuronales étaient liés à des réactivations spontanées, ils ont essayé d'influencer ce qui allait se réactiver dans le cerveau. Et la stratégie qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils ont fait jouer, sans perturber le sommeil, la mélodie bleue durant la période de sommeil. Et le fait d'entendre cette mélodie-là durant la période de sommeil a fait en sorte que les neurones spécifiques à cette mélodie-là ont eu tendance à davantage se réactiver. Et comme ils se sont davantage réactivés, ça a mené à une plus grande consolidation des réseaux de neurones en lien avec la mélodie bleue. Et durant leur période de sommeil, les chercheurs ont mesuré l'activité cérébrale et on remarque notamment une nette activité cérébrale dans une région qu'on appelle le cortex moteur, qui est en lien avec la planification du mouvement de la main qui est utilisée durant la mélodie.
Donc, ce que cette recherche indique, c'est pas tant qu'il faut écouter des sons ou de la musique durant notre période de sommeil, mais ça met l'accent sur le fait que ce qui se passe comme activation cérébrale durant la période de sommeil peut contribuer donc à la consolidation de nos apprentissages. Donc, en résumé, faire jouer durant le sommeil une mélodie apprise réactive une région près du cortex prémoteur de la main. Une deuxième explication qui appuie cette efficacité de l'espacement des périodes d'apprentissage est le fait que le cerveau est plus activé lorsque les périodes d'apprentissage sont espacées. Par exemple, dans cette étude, les participants avaient 4 séances d'apprentissage. Et à chaque fois, on a mesuré l'activité cérébrale d'une séquence à l'autre. Et on remarque qu'à partir de la session 2, on remarque une diminution de l'activité cérébrale dans les aires cérébrales. Donc, la première fois, on a une certaine activité cérébrale. La deuxième fois, cette activité cérébrale est plutôt maintenue. Mais dès qu'on se met à faire les périodes 3 et 4, qui sont très regroupées, on remarque donc une diminution de l'activité cérébrale. Et cette diminution-là, probablement, explique en partie pourquoi l'espacement est plus efficace. Parce qu'en fait, lorsqu'on espace les 4 périodes d'études, on remarque un net maintien de l'activité cérébrale entre les sessions 2 et 4, maintien qui n'était pas du tout observé lorsqu'il était question de regroupement. Donc, si on examine plus directement la différence entre le fait de regrouper et d'espacer, on remarque que le fait de regrouper l'apprentissage désactive certaines régions du cerveau qui sont représentées ici par le code de couleur, donc jaune et rouge. Et en contrepartie, si on regarde quelles sont les régions qui sont moins activées au cours des périodes d'espacement, il n'y a rien de significativement différent. Donc, on fait comme maintenir le niveau d'activation d'une période d'apprentissage à l'autre lorsqu'on espace versus lorsqu'on regroupe l'apprentissage. Donc, ça mène à la recommandation qu'il est important d'espacer les périodes d'apprentissage. Il y a énormément de recherches qui appuient cette idée-là. Je vous en cite une, par exemple, où on montre très clairement que lorsqu'on regroupe les périodes d'apprentissage, on réussit beaucoup moins que lorsqu'on espace l'apprentissage. Il y a aussi des études qui suggèrent que non seulement l'espacement est nécessaire, mais que ça peut être avantageux d'augmenter l'espacement au fur et à mesure de l'apprentissage. On a ici représenté le niveau d'apprentissage des élèves sur l'axe vertical et le nombre de jours qui s'écoulent sur l'axe horizontal. Et en bleu, on a ce qu'on observe lorsque les périodes d'apprentissage sont espacées de façon constante. On voit que lors de la période d'apprentissage, il y a une augmentation, bien sûr, du niveau d'apprentissage, suivie d'une période d'oubli qui est tout à fait naturelle dans le cerveau et qui est observée systématiquement, jusqu'à ce qu'on fasse la deuxième période d'apprentissage où il y a une augmentation significative du niveau d'apprentissage, suivie d'un oubli, suivie d'une autre augmentation et ainsi de suite jusqu'à la fin donc, des quatre périodes d'apprentissage. En rouge, on représente une situation où on augmente le niveau d'espacement. Donc, on fait toujours 4 périodes d'apprentissage, mais cette fois-ci, la deuxième période d'apprentissage a lieu tout juste après la première. Et ensuite, on espace un peu plus pour espacer finalement encore plus. Ce qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, la courbe rouge est plus haute sur l'axe des Y que la courbe bleue. Ça veut dire que les élèves ont un plus haut niveau de compétence à tous ces moments-là. Sur la courbe, on remarque qu'il y a un moment où le niveau d'apprentissage est plus élevé pour les élèves qui ont appris avec un espacement constant, mais que la plupart du temps, cet espacement est plus grand. Il semble y avoir un bénéfice aussi à long terme, petit, mais tout de même important, à l'effet que les élèves vont oublier moins rapidement, non seulement si on espace, mais si on augmente le niveau d'espacement. Il y a eu des recherches intéressantes aussi qui se sont questionnées sur l'espacement optimal. L'espacement optimal pour optimiser donc la rétention. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas un seul espacement optimal. En fait, que ça dépend de la durée de rétention.
Donc, si on veut se souvenir des contenus dans 10 jours, l'espacement optimal serait, selon certaines études, de 1 à 2 jours d'espacement entre les périodes d'apprentissage. Si par contre on veut s'en souvenir dans 30 jours, là, il faut augmenter l'espacement de l'ordre de 3 à 6 jours. Donc, ça mène à notre deuxième principe de l'espacement. Donc, il est important d'espacer les périodes d'apprentissage plutôt que les regrouper. Et là, concrètement, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Lorsqu'on planifie notre apprentissage, on pourrait répartir le temps alloué à un apprentissage. Donc, avoir 4 fois 30 minutes plutôt qu'une fois 2 heures. Donc, pas consacrer plus de temps à un apprentissage, mais bien espacer l'apprentissage. Revenir sur des contenus qui ont été déjà appris, donner des devoirs sur des contenus déjà abordés. Ça me paraît une stratégie intéressante parce que souvent on donne des devoirs sur les contenus qu'on est en train de développer, sur les apprentissages qu'on est en train de développer. On pourrait très bien donner des petits exercices dans les devoirs qui portent sur des contenus vus la semaine dernière et même le mois passé ou encore plus. Une autre chose, un peu comme le premier principe, montrer aux élèves comment étudier. C'est important qu'ils espacent leur période d'études. Parce que comme je le disais précédemment, espacer les périodes va avoir 2 effets bénéfiques. Les élèves vont apprendre plus et ils vont oublier moins vite aussi, ce qui est significativement intéressant, notamment pour les révisions de fin d'année. Faire des exercices, des examens qui sont cumulatifs, où on a certains numéros, certains exercices qui portent sur le contenu en cours, mais certains éléments qui reprennent donc du contenu abordé dans les semaines, voire les mois précédents. Et finalement, mélanger les exercices. Donc, ça revient un peu aux exercices cumulatifs, de ne pas juste présenter des nouveaux contenus, mais de mélanger anciens et nouveaux contenus. On pourrait aussi imaginer toutes sortes d'autres façons d'appliquer ce principe de l'espacement des périodes d'apprentissage. Il existe d'autres principes aussi sur lesquels on peut s'appuyer. Je vous en cite quelques-uns rapidement. Le premier, structurer l'information pour éviter la surcharge cognitive. On se rend compte que si on présente trop d'informations de façon un peu désorganisée aux élèves, rapidement, le cerveau atteint un certain état de surcharge, et ce qui peut même mener à la désactivation de certaines régions cérébrales. Un autre principe, parler aux élèves du fonctionnement de leur cerveau. Parce que lorsqu'on leur dit aux élèves que leur cerveau est capable de plasticité, qu'apprendre change leur cerveau, et lorsqu'on leur dit que leur intelligence, leur capacité à apprendre n'est pas fixée, mais peut s'améliorer par l'effort et la volonté, on remarque que non seulement les élèves sont plus motivés et réussissent plus, mais on remarque que leur activité cérébrale change. Ils mobilisent davantage des aires cérébrales aptes à corriger des erreurs plutôt que des aires cérébrales qui laissent tomber, lorsqu'il est question d'erreur. Une autre chose, plus au niveau de l'apprentissage de la lecture, on se rend compte que d'enseigner l'écriture manuscrite, c'est très important. Donc, il y a eu des études qui ont comparé le fait d'enseigner l'écriture avec un crayon versus d'enseigner seulement dans un premier temps à taper sur un clavier. Et on remarque non seulement que les élèves qui ont appris à écrire un crayon sont meilleurs dans l'identification des lettres et des mots, mais en plus qu'ils vont mobiliser de façon plus précoce les neurones essentiels à la lecture experte. Une autre chose, toujours en lien avec la lecture, il y a un bon nombre de recherches qui proposent de préconiser une approche graphophonétique, donc où on fait le lien entre les lettres, les ensembles de lettres et les sons du langage pour apprendre la lecture. Il y a un ensemble de recherches qui montrent que la façon d'enseigner la lecture n'a pas le même impact sur le cerveau et que l'approche graphophonétique permet d'activer des régions clés dans les processus de lecture. Donc, un ensemble de recommandations qui découlent des recherches sur le cerveau. Il y en aurait d'autres aussi à vous présenter. Donc, pour conclure, j'ai essayé de mettre en évidence certains des neuromythes les plus fréquents, qui me paraissent drôlement importants d'avoir conscience qu'il n'y a pas de données de recherche qui appuient ces idées-là. Il y avait d'abord la théorie des styles d'apprentissage, qui de façon étonnante n'a pas d'assise scientifique solide. Il y avait dans un deuxième temps, la notion de dominance hémisphérique, le fait que certains élèves soient davantage cerveau gauche et cerveau droit. Et on l'a vu, il n'y a pas de données neuroscientifiques qui appuient cette idée-là que certaines personnes sont cerveau gauche, cerveau droit. On peut utiliser cette expression-là à titre de métaphore, mais il ne faut pas le prendre au sens propre parce qu'il n'y a pas de données qui appuient cette idée-là.
Et finalement, bien que l'exercice physique ait des effets bénéfiques sur le cerveau et la cognition, les courts exercices de coordination à la Brain Gym n'ont pas d'effet bénéfique sur le fonctionnement cérébral. On a aussi essayé d'examiner quelles seraient les approches pédagogiques qui sont les mieux compatibles avec le fonctionnement du cerveau. Il y en avait deux. L'idée d'activer. D'activer de façon répétée les neurones en lien avec un apprentissage, notamment en privilégiant la récupération en mémoire. Vous savez, en éducation, on dit souvent que l'élève doit être actif dans ses apprentissages, mais ces résultats neuroscientifiques laissent entendre que ce qui est le plus important, c'est que le cerveau de l'élève doit être actif lors des périodes d'apprentissage pour que l'élève apprenne. Le deuxième principe, un principe qui me paraît drôlement fondamental et important de mettre en place pour favoriser la réussite scolaire des élèves, est d'espacer les périodes d'apprentissage. On l'a vu, lorsqu'on espace les périodes d'apprentissage, ça permet au cerveau de se réactiver durant les périodes de sommeil, mais ça permet aussi de conserver le cerveau bien actif durant l'ensemble des périodes d'apprentissage. Donc, si on avait à synthétiser ce qui a été dit aujourd'hui, à l'orienter vers l'objet de ce symposium, qui est à l'effet de comment peut-on réduire le décrochage scolaire, il y a deux ou trois idées qui émergent qui me paraissent vraiment centrales. Le premier, vous en doutez, c'est d'abandonner certains neuromythes, certaines fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau qui viennent influencer nos pratiques d'enseignement et influencer les pratiques d'enseignement vers des stratégies pédagogiques qui n'ont pas nécessairement des effets bénéfiques sur le cerveau. Donc, il faut abandonner ces neuromythes-là, les combattre, mais pas les combattre ou les abandonner, pas les combattre pour les combattre en fait, mais les combattre pour laisser de la place, du temps, de l'énergie à la mise en place d'approches pédagogiques qui sont mieux adaptées au fonctionnement du cerveau. Donc, c'est vraiment les deux messages clés que j'ai essayé de faire ressortir en vous présentant les trois neuromythes les plus fréquents, mais aussi deux principes pédagogiques sur lesquels on peut s'appuyer. Mais tout ça, ce qui est transcendant à tout ça, ce qui est plus important, encore plus central, c'est le fait qu'il faut essayer de plus en plus en éducation de s'appuyer sur des données de recherche. Données de recherche qui peuvent provenir bien sûr des neurosciences, des recherches sur le cerveau, mais données de recherche qui peuvent provenir de la psychologie cognitive, des recherches en éducation. Mais l'importance de s'appuyer sur les données de recherche, de faire référence à des articles scientifiques qui ont été validés par les experts du domaine, ça me paraît drôlement important parce que, comme je le disais en introduction, mieux enseigner aide les élèves à mieux apprendre. Et mieux apprendre, ça peut assurément favoriser la réussite et la persévérance scolaire des élèves. Et pour distinguer les approches les plus valables de celles qui sont moins, il faut clairement s'appuyer sur des données de recherche. Merci.